Bienvenue. Vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Contrairement aux clichés, les personnes vivant avec des rhumatismes peuvent elles aussi pratiquer un sport. L'activité physique, c'est même une manière de réduire les douleurs, d'avoir une meilleure perception de son corps ou encore de ralentir l'évolution de la maladie. Mais trouver l'activité qui nous convient est parfois difficile. Nous abordons ce sujet dans ce podcast et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le physiothérapeute Benoît Martin et sa patiente Rose-Marie, 75 ans, qui est atteinte d'un syndrome du piriforme et d'autres rhumatismes. Elle nous partagera son expérience personnelle. Bonne écoute. Bonjour à vous deux, comment allez-vous ? Très bien, merci. Parfait, merci. Merci d'être venu ici dans notre agence Radar RP à Lausanne. Pour débuter ce podcast, une première question pour vous, Benoît Martin. Vous êtes physiothérapeute. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre cabinet En Équilibre ? Bonjour et merci. Volontiers. Donc, je travaille au cabinet En Équilibre qui est à Morges. Alors, c'est un cabinet qui a un peu plus d'une dizaine d'années et puis qui, naturellement, s'est dirigé vers la prise en charge de la douleur chronique au départ, avec plusieurs thérapeutes au sein de ce cabinet qui avaient comme volonté d'essayer de trouver des réponses. Puis petit à petit, le cabinet s'agrandissant et d'autres thérapeutes y arrivant, il y a d'autres spécialités qui se sont développées comme la pelvipérinologie, l'oncologie, également la physio du sport. Et puis, il y a d'autres compétences qui sont ajoutées au cabinet pour offrir une prise en charge plus globale aux patients qui était importante, en particulier dans la douleur chronique, qui sont les ergothérapeutes qui interviennent à domicile, mais aussi dans les activités du quotidien, puis qui nous aident énormément dans cette prise en charge. Et puis plus récemment, des fasciathérapeutes, un nutritionniste, pour réfléchir un peu globalement aux problématiques des patients. Pour aborder notre thématique du jour, peut-être commençons par clarifier. Est-ce qu'il y a une différence quand on parle de sport ou d'activité phisique ? Alors oui, il y a une différence, c'est assez proche, il y a une différence dans le sens où le sport fait partie des activités physiques. L'activité physique est beaucoup plus large. L'activité physique correspond à tout ce qu'on peut faire dans le quotidien qui dépasse l'activité de base où on a une fréquence cardiaque qui est tranquille et on n'est pas essoufflé. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être du ménage, ça peut être de monter les escaliers, ça peut être de prendre l'escalier ou de prendre l'ascenseur. Ça peut être la marche pour aller chercher le pain le dimanche matin. Et puis le sport, c'est une activité qui va être régulière dans la semaine, pour laquelle on a un rendez-vous qui peut être rendez-vous avec soi-même, seul devant une vidéo ou avec un programme d'exercice qu'on nous aurait concocté, ou un rendez-vous en groupe dans une entité tierce, dans un fitness ou dans un cabinet ou au travers de la Ligue qui organise aussi des cours dans différents endroits. Le fait de pratiquer un sport, d'avoir une activité, quels effets ça a sur les rhumatismes ? Alors la première chose, c'est que ça va permettre de casser le cercle vicieux qui emmène vers la diminution d'activité et la perte de confiance en soi. Donc à mon sens, le premier objectif de l'activité, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent de la confiance dans leurs compétences et dans leur capacité à gérer un effort ou gérer une difficulté. Et puis ensuite, petit à petit, ça va développer évidemment des compétences de force, des compétences de stabilité et d'équilibre, des compétences cardio-respiratoires, et puis permettre aux personnes, au travers de l'activité, de développer d'autres activités, puis de passer du cercle vicieux qui emmène vers l'inactivité et vers la peur, à un cercle plutôt vertueux qui va emmener vers la confiance et puis le développement d'autres activités. Rose-Marie, de votre côté, vous vivez avec différents rhumatismes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces pathologies et comment elles ont commencé ? Oui, je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais confirmer ce que Monsieur Martin a dit par rapport à la confiance retrouvée et au processus qu'il a décrit. C'est exactement ça. Alors moi, ça a commencé en 2020. J'ai commencé à avoir quelques petites douleurs à la jambe. Ensuite, j'ai eu de la difficulté à monter les escaliers. C'était difficile, je devais me tenir à la rampe, il n'était pas possible de faire différemment. Et petit à petit, avec des douleurs qui s'installaient et puis une non-compréhension de ce qui m'arrivait, j'ai changé de médecin traitant à ce moment-là pour avoir un autre regard sur ce que je vivais. Et là, ça a changé complètement ma vie parce que le diagnostic a été posé, un syndrome du piriforme. Et on a mis en place avec le médecin un traitement chez le physiothérapeute. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et la première chose que le physiothérapeute m'a dit, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il m'a dit « Je peux faire quelque chose pour vous ?»
mais je ne pourrais pas le faire sans vous. On doit être 2. Et ça, j'avais pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. J'ai dit oui, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça m'a beaucoup demandé d'efforts dans les exercices à faire au quotidien, parce que c'était difficile et aussi douloureux. Mais grâce au physio qui m'expliquait très bien pourquoi il fallait les faire, ça c'était important. Et comment les faire, j'y suis arrivée. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et avant ce diagnostic, est-ce que vous pratiquiez un sport ? Alors, je n'avais pas de sport spécifique à part la marche. On a fait beaucoup de randonnées, mais c'est tout. Et maintenant que vous êtes suivi par un physiothérapeute, quelles sont vos habitudes plus récemment ? Alors, j'ai complètement changé. Je vais à la gym 1 fois par semaine. Et ça m'apporte un bien-être général. Et surtout, j'ai gagné en confiance et en mobilité. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais je marche régulièrement et surtout, je marche droite avec un regard au loin et plus sur mes chaussures. C'était assez nouveau pour moi. Je marche sans bâton. Alors, je prends les bâtons si je vais dans des terrains plus accidentés ou en montée. Mais je peux faire de longues marches sans boiter et droite. Pourquoi de la marche sans bâton alors je pense que ça va intéresser certains auditeurs et certaines auditrices. Pourquoi sans bâton ? Parce que avant je marchais avec des bâtons parce que je n'avais pas suffisamment d'équilibre. Et sans bâton, ça veut dire pour moi un acquis supplémentaire. J'ai retrouvé de l'équilibre. Vous évoquiez donc le fait d'avoir retrouvé votre équilibre. Quels autres effets les séances de physiothérapie, couplées aussi avec l'activité physique et sportive, ont eu sur votre bien-être ? C'est un bien-être, je dirais général, mais non seulement la confiance, mais la satisfaction. Je vois que j'arrive, que ce que je croyais ne pas pouvoir faire, j'arrive à l'acquérir avec l'aide du physiothérapeute qui explique pourquoi il faut faire ces exercices-là et puis au fait qui nous apprend en douceur, à ne pas rester sur notre zone de confort, mais ça nous oblige à aller toujours un peu plus loin. Benoît Martin, quel regard avez-vous en tant que physiothérapeute sur votre suivi avec Rosemarie ? Le suivi de Rosemarie est vraiment intéressant. C'est pas moi qui l'ai eu au début en physiothérapie, c'est un de mes collègues au cabinet qui l'a vu en individuel. Et puis au début, l'activité physique elle était très limitée puisque liée à des troubles de l'équilibre, liée à des douleurs importantes. Donc inévitablement, on a dû commencer par une prise en charge individuelle en cabine avec un travail antalgique, de façon à montrer à Rosemarie en l'occurrence, mais à n'importe quel patient, qu'on a une influence sur la douleur. Et puis petit à petit, au travers d'exercices d'abord très basiques qui peuvent faire et reproduire à la maison, parce que l'important c'est la régularité, elle a pu ainsi progresser. Puis moi, alors outre le fait que je l'avais déjà rencontré à la salle d'attente, je l'ai rencontré dans le cadre d'un groupe qu'on organise avec la Ligue vaudoise qui s'appelle le Lambeau-Sport, qui a pour objectif de permettre à chacun de venir s'entraîner puis de progresser individuellement tout en étant en groupe. Puis ce qui est intéressant avec Rosemarie, c'est qu'en fait, en 2020, quand elle a été voir son médecin et qu'elle a prescrit la physio, depuis 2020, il n'y a jamais vraiment eu de diagnostic rhumatologique avéré qui était défini parce qu'on n'a rien trouvé ni au niveau radiologique, ni au niveau des examens sanguins qui corroborent une pathologie spécifique comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Et en fait, on est passé d'un syndrome du piriforme, comme elle l'a évoqué, à de la pseudo-goutte, donc, parce qu'en fait, on a des symptômes, mais on n'a pas la confirmation par les examens. À des lombalgies, à des cruralgies, donc une douleur neuropathique qui descend dans la jambe, à des myalgies, donc qui est un terme fantastique, mais qui veut juste dire qu'on a mal aux muscles. Et en fait, finalement, son diagnostic, il est basé sur des symptômes, ce qui en soi n'est pas du tout grave. On n'a pas besoin, en tant que physio, d'avoir un diagnostic scientifique et médical très avéré, mais qui démontre que le rhumatisme peut être pris au sens très très large, dès le moment où en fait, c'est des douleurs qui deviennent handicapantes puis invalidantes et qui emmènent la personne vers un manque d'activité. Pour accompagner les personnes à gérer ou à moins subir ces douleurs, comment pouvez-vous les aider dans votre travail de physiothérapeute, notamment pour le cas des rhumatismes inflammatoires dans un premier temps ? Alors, si on part d'une problématique inflammatoire, on va arriver avec quelqu'un qui est
dans la douleur, qui est dans l'échec, parce que l'activité fait mal. Donc, j'ai pas envie de faire l'activité qui fait mal. Par principe, on n'est pas trop masochiste. Et l'objectif, ça va être déjà d'avoir une incidence sur l'antalgie pour avancer, puis pour aussi gagner la confiance du patient, puis lui dire, bon, ok, on entend qu'il y a une douleur, on va pas simplement aller faire des exercices, puis tant pis si vous avez mal. Donc, on va avoir des techniques antalgiques qui vont être des techniques musculaires, des techniques ostéo-articulaires, des techniques myofaciales, ça peut être des techniques de relaxation, technique d'étirement, et puis le plus rapidement possible, on va essayer de passer vers des exercices qui sont faisables de façon autonome, donc le patient d'une séance à l'autre, il puisse reproduire des exercices qui lui font du bien à domicile, puis voir qu'il commence à avoir un levier sur sa propre problématique. Puis petit à petit, à partir de là, on va construire une progression qui va donner de plus en plus de temps à l'actif et de moins de temps au passif en salle. Et donc, on va se diriger de plus en plus vers des exercices de réhabilitation à l'effort avec de l'exercice physique qui va être de plus en plus important dans le quotidien au détriment du passif qui serait un fango, de la glace qu'elle pourrait mettre à la maison ou des techniques passives qu'on ferait au cabinet. Ce que Benoît dit est tout à fait juste. Ces exercices donnés pour faire à la maison, il faut les intégrer. Il faut les intégrer tous les jours. Alors au début, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis ça fait pas partie de notre vie de faire ce genre de choses. Mais une fois qu'on les a intégrés, une fois qu'ils sont là, spontanément, chaque matin, je fais 3 exercices de base parce qu'on m'en donnait beaucoup plus. Mais j'en fais 3 qui sont fondamentales pour pas retomber dans où j'étais avant, dans ce cercle vicieux qui tire vers le bas. Voilà, bravo, exactement, dans ce cercle vicieux. Et ça, c'est pas facile tous les jours au départ de faire ça tous les jours. On dit on fait ça tous les jours. Non, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté pour les faire. Mais ça fait maintenant 6 ans que je fais des exercices. 3 exercices tous les matins. On a fait le tour des rhumatismes inflammatoires. Qu'en est-il des rhumatismes qui ne le sont pas ? Alors, un peu de la même manière que pour le rhumatisme inflammatoire, l'objectif, ça va être d'avancer pour permettre aux patients de faire des activités qui ne reproduisent pas la douleur. Donc, si c'est inflammatoire, ça sera une douleur qui sera beaucoup plus vite présente et beaucoup plus irritative. Puis, si c'est non inflammatoire, il faut une certaine charge pour obtenir la douleur. Par exemple, une arthrose de genou, il va falloir venir se mettre accroupi pour avoir la douleur, par exemple. Et si je fléchis le genou à 30 degrés, j'aurai pas mal. Donc, on va commencer par ce qui est accessible et puis renforcer et intégrer l'activité physique dans ce qui est accessible. Puis passivement peut-être, au travers de techniques passives ou d'antalgie ou de gain de mobilité, on va essayer de gagner de l'amplitude pour pouvoir gentiment amener l'amplitude et emmener des compétences supplémentaires dans l'activité physique. Mais toujours l'idée, c'est d'avoir une douleur d'éviter dans l'absolu la douleur, ou d'avoir une douleur qui ne dure pas, donc qui est présente sur le moment, mais qui ne va pas empiéter sur la fin de la journée ou le lendemain du patient, en sachant que d'être sans douleur, des fois, c'est impossible au départ, et puis qu'il faut accepter et expliquer au patient que la douleur, elle fait partie du niveau auquel il en est aujourd'hui, mais que l'objectif, c'est petit à petit de s'en défaire. Donc, on va passer d'une douleur qui est constante à une douleur qui est intermittente, de moins en moins présente, et puis qui récupère de plus en plus vite. Rosemary, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'avoir et d'entretenir la motivation pour faire ces exercices. Comment on fait pour rester motivé tout au long du processus ? C'est quelque chose qui se fait naturellement au bout d'un moment. C'est un besoin. Il n'y a plus besoin de motivation. C'est juste un besoin. Si je ne fais pas ces exercices, je ne vais pas être bien. Donc, automatiquement, on les fait. Il suffit, au départ, d'avoir la volonté de les faire, de trouver la motivation. C'est pour aller mieux. Mais le physiothérapeute nous donne des clés pour ça. Il nous donne les bons mots. Il sait motiver. J'ajouterais que lorsque quelqu'un arrive puis qu'il est dans ce cercle vicieux, qu'il tire vers le bas, il s'est adapté. Il n'a pas souffert le martyre pendant des années, il s'est adapté. Donc, on a mal en montant les escaliers, donc on arrête de prendre les escaliers. On a mal en allant marcher plus d'1 heure, donc on va marcher moins d'1 heure. On a mal en allant au sol pour nettoyer, donc on ne va plus au sol nettoyer. Donc, on n'arrive plus à se relever du sol non plus. Puis, c'est des compétences qui se perdent petit à petit de façon insidieuse, mais qui ne gênent pas tellement dans le quotidien fonctionnel, jusqu'au moment où c'est plus tolérable. Et puis, quand les gens arrivent à ce moment-là,
Rosemary, elle parle de 2020, mais elle avait certainement eu mal déjà auparavant, peu et pas systématiquement tous les jours, mais elle avait certainement mal déjà avant. Puis c'est un cercle vicieux qui s'est installé petit à petit dans le temps. Donc parfois, on doit commencer par l'antalgie, parfois on doit commencer par voir plus largement avec peut-être d'autres collègues qui vont intégrer le quotidien à la maison, comme les ergothérapeutes qui travaillent au cabinet aussi, qui vont les voir. Le tout, c'est d'arriver à trouver la porte d'entrée avec la confiance du patient qui lui permet de se dire, tiens, ok, je vais tenter le coup de refaire un peu d'exercice, même si dans mon vécu récent, l'exercice faisait plutôt mal. Rosemary, avant vos nouvelles habitudes en termes d'activité physique, comment est-ce que vous décririez vos douleurs ? Alors les douleurs sont arrivées progressivement. Donc au fait, on fait avec. On pense que ça va passer, que c'est pas grave, et on continue. Et lorsque les douleurs deviennent quotidiennes, c'est là qu'on va consulter parce que c'est plus gérable dans la vie de tous les jours. Les plus grandes douleurs que j'ai eues sont probablement celles que j'ai vécues l'année passée, au niveau de la main droite, au pouce, où cette inflammation d'arthrite est arrivée et où ça m'a privée de faire des activités que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire de la broderie. Et ça, je n'ai pas pu reprendre complètement et je dois faire avec ça maintenant. J'ai constaté que si je brode, au bout de 15 minutes, la douleur revient et je ne peux pas en faire plus, alors qu'avant, je pouvais broder pendant plusieurs heures. Donc, on apprend à faire avec les choses. Quand vous allez à la gym, par exemple, est-ce que exercer cette activité réveille une douleur ? Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité sportive et la douleur ? Alors, au moment où on bouge, au départ, probablement qu'il y a quelques petites douleurs qui s'installent, qui sont là. Quand on dit « j'ai de la peine à me mettre en route », mais une fois qu'on est en route et qu'on commence, les douleurs disparaissent et on acquiert un certain bien-être. À la gym, qu'est-ce que vous faites comme activité ? À quoi ressemble une séance de gym pour vous ? Alors, un petit peu de vélo, un petit peu de marche. J'ai dû apprendre, et ça grâce à Benoît, à marcher sur un tapis de marche. On fait des exercices, alors c'est du renforcement, du cardio, de la mobilité et de la stabilité. Mais surtout, j'ai appris à me mettre au sol et j'ai appris à me relever. Et pour moi, ça, c'est absolument nouveau. Je n'allais plus à genoux ou couché au sol. Tout à l'heure, vous avez parlé de la broderie comme une activité que vous deviez à présent éviter. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre quotidien qui ne sont maintenant plus possibles ? Alors, je dirais que dans la vie de tous les jours, quand vous avez un problème à une main, un pouce, vous faites certains actes dans le quotidien, peler des carottes, peler un légume, des choses comme ça. Ça peut activer une certaine douleur, mais c'est quelque chose avec laquelle on fait et on ne s'arrête plus sur cette douleur-là. Elle fait partie du quotidien. Mais elle est pas douloureuse au point de s'arrêter. C'est juste quelque chose, c'est un rappel. Je dirais, c'est un petit rappel que l'arthrite est là. Je vais juste rebondir par rapport à l'activité qu'elle a évoquée en parlant de sa jambe et de la douleur initiale pour laquelle elle est venue au cabinet, où on a évoqué une activité qu'elle a l'habitude de faire avec plaisir, qui revêt un caractère affectif important avec son mari, c'est d'aller à l'EH Libain puis de monter à la Guémie. Donc c'est une ascension qui est dure et qu'elle a faite dans le passé. Et puis aujourd'hui, avec l'activité physique, l'objectif, c'est pas forcément qu'elle soit capable de le refaire d'une traite, sans douleur, avec le sourire et en chantant, mais c'est le fait qu'elle puisse imaginer s'en rapprocher le plus possible. Alors aujourd'hui, elle pourrait probablement pas, aujourd'hui, si on y allait, monter à la Guémie avec le sourire sans douleur jusqu'en haut. Par contre, elle pourrait envisager, c'est ce qu'elle envisage, de pouvoir partir en étant montée en télécabine de la Guémie pour aller jusqu'à Kandersteg, qui est de l'autre bout du côté de Berne, et donc faire une randonnée qui est longue, qu'elle aurait probablement pas pu faire avant sans douleur ou qui aurait été source de crainte. Et donc les objectifs, ils sont vraiment très individuel d'une personne à l'autre. Pour certains, ça peut être de retrouver la capacité à monter l'escalier. Pour d'autres, ça peut être la capacité de refaire des randonnées. Pour une tierce personne, ça sera peut-être d'être capable de garder de l'autonomie pour rester à la maison et ne pas être placé en EMS. C'est vraiment adapté en fonction de chaque personne. Donc, dans le suivi que vous effectuez avec chaque patient et patiente, comment vous les aiguillez pour choisir cette activité physique ?
Le point numéro 1, à mon sens, que je dis toujours quand les patients me posent comme question, cette question-là, c'est le plaisir. C'est-à-dire que quand bien même je sais que la natation ferait du bien à telle personne, si elle déteste l'eau, il est complètement inutile que je l'emmène vers la natation parce qu'elle le fera un petit moment par principe, un petit moment par culpabilité vis-à-vis de moi, puis après elle le fera plus. Et du coup, ce qui est super important, c'est d'abord de définir quels sont les plaisirs qu'a la personne, puis après d'arriver à l'emmener, quitte à avoir des sortes de béquilles vers cette activité-là. On parlait des bâtons de marche avant. Bah, pour Rosemary, aujourd'hui, les bâtons de marche, c'est un souvenir et puis c'est la démonstration qu'elle a progressé en termes de stabilité. Mais pour d'autres personnes, le bâton de marche, ça va être le garant de pouvoir aller marcher sans douleur en déchargeant un petit peu le travail sur ses jambes au travers du travail des bras et de maintenir sa stabilité. Donc, on peut utiliser les bâtons, on peut utiliser plein d'autres stratégies ou ça peut être un déambulateur pour quelqu'un qui va simplement marcher au bord du lac, par exemple, sans aller en montagne. On peut utiliser des stratégies pour permettre d'avancer et puis de gagner des compétences. On adapte donc au cas par cas pour chaque personne. Néanmoins, y a-t-il des sports ou des activités qu'on va éviter, voire proscrire lorsqu'on souffre de rhumatisme ? Oui, bien sûr, parce que le principe, c'est d'éviter les chocs, les impacts et puis tous les pivots. Et c'est les situations qui vont être les plus contraignantes ou les contacts. Donc, typiquement, l'homme de 50 ans qui a de l'arthrose au genou, s'il continue à jouer en senior au foot, c'est pas forcément le plus indiqué. Mais de nouveau, si ça contribue en termes de plaisir à faire en sorte que son quotidien est équilibré, on va essayer, tout en lui disant que ça serait idéal de limiter cette activité-là, on va essayer de l'emmener vers des exercices à faire en parallèle à cette activité-là, qui ferait en sorte qu'il gagne le maximum de compétences qui lui permettent de continuer son activité plaisir avec le moins de conséquences possibles. Mais effectivement, tout ce qui est saut, tout ce qui est impact, tout ce qui est pivot, c'est ce qu'il faudrait dans l'absolu éviter. Et trouver des activités qui nous amènent autant de plaisir sans ces paramètres-là. Et la marche alors, est-ce que c'est bon ou mauvais pour les rhumatismes ? La marche, c'est l'activité de base qui est idéale. Ça commence par ne pas prendre le bus puis aller à pied ou s'arrêter un arrêt avant puis finir le trajet à pied pour aller au boulot. La marche, c'est une activité qui est facilement intégrable dans le quotidien, qui est à la portée de tout le monde. Ça peut être un tour de quartier. Comme de faire un sommet. Donc, c'est vrai que c'est une activité qui est facile à mettre en place, qui est accessible à tout le monde, avec de l'aide si c'est nécessaire. On a parlé des bâtons ou des déambulateurs ou éventuellement d'une ceinture de stabilité lombaire pour faciliter la marche un peu plus longtemps, mais c'est l'activité là de base que tout le monde peut faire. On l'a évoqué juste avant, adopter de nouvelles habitudes, être régulier, c'est important pour soulager des douleurs liées au rhumatisme. Benoît Martin, quel rôle joue le physiothérapeute dans l'entretien de la motivation ? La première chose, c'est ce que disait Rosemary tout à l'heure, c'est que les patients qui arrivent en espérant qu'on ait une solution miracle qui fasse qu'après 9 séances, ils repartent sans douleur. Dans le cadre du rhumatisme, c'est pas possible. On va pouvoir vraiment les aider et parfois on peut arriver à une situation quasiment sans douleur ou avec des douleurs qui arrivent de façon très rare. Mais il faut prendre en compte la douleur comme un facteur avec lequel on doit vivre puis qu'on doit gérer à travers d'exercices de détente, d'exercices d'étirement et puis leur montrer que malgré ça, ils sont capables de progresser et qu'ils sont capables de retrouver des compétences qu'ils avaient abandonnées. Donc la première chose à faire pour créer la motivation, c'est de réussir. Mais comme pour tout un chacun, c'est-à-dire que si je travaille puis que j'ai pas de réussite, au bout d'un moment, je vais m'essouffler puis j'en aurai marre. Donc il faut qu'il y ait une réussite qui peut être, banalement pour Rosemary qui avait pas seulement de trouble de l'équilibre, ça peut être de tenir debout sur une jambe devant un plan sur lequel elle pose les mains pendant 30 secondes. Puis ça, déjà, ça peut être une réussite qui donne confiance puis qui donne envie d'aller voir un peu plus loin. Puis à partir de là, on construit puis on avance au fur et à mesure de l'avancée du patient lui-même. Cela fait écho chez vous, Rosemary, un processus en palier, ce retour de la confiance ? Oui, je pense que les exercices donnés sont simples au départ et c'est ça qui motive parce qu'on arrive à les acquérir. C'est exactement ça. Et puis, je me souviens d'un exercice très simple. Je devais m'asseoir sur mon canapé et me relever, mais sans aide avec mes mains et mes bras. C'est-à-dire, je croisais mes bras et je devais apprendre à me lever comme ça. Ça a l'air tout simple, mais ça ne l'est pas, surtout quand on perd la force dans les jambes. Et j'ai mis du temps et je le faisais tous les jours. Et c'est vrai que c'est des exercices très, très simples. Et on arrive à acquérir une confiance, parce qu'une fois qu'on arrive, on se dit « Ouh, c'est bon, j'y arrive ». Et ça,
ça motive pour la suite. Ça fait accepter aussi d'avoir mal quand on fait certains exercices qui provoquent pas mal de douleur au départ. Une fois qu'on est arrivé à les acquérir, la douleur disparaît aussi. Et c'est ça qui motive. Comment alors, Benoît Martin, on élabore progressivement son programme hebdomadaire ? Alors d'abord, on définit un objectif qui soit réalisable à court terme, puis on peut avoir un objectif à moyen, à long terme, mais il faut qu'on ait un objectif réalisable à court terme, et puis donner des outils pour travailler. Alors, donner trop d'exercices, ça dissuade. Donc en général, on donne maximum 4 exercices, je dirais, mais grand maximum. Il y a des patients avec lesquels, notamment qui sont en cours, auxquels je propose de prendre un exercice qu'ils ont fait en cours et de le répéter tous les jours de la semaine jusqu'au cours suivant. Et puis d'avoir juste ce lien-là d'un cours à l'autre. Donc, on définit un objectif qui peut être, typiquement, comme elle le décrivait, de se relever de fauteuil sans l'aide des bras. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir des exercices qui ont du sens par rapport à l'objectif qui était défini. Et puis, que le patient aura à cœur de faire, tant en termes d'exercices analytiques qu'il fait peut-être 2 ou 3 fois par jour, ou 1 fois par jour, ou d'exercices intégrés dans son quotidien. Typiquement, se lever d'une chaise, on le fait un certain nombre de fois dans la journée. Puis l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il le fait, quand bien même c'est pas un moment d'exercice, il le fasse en réfléchissant puis en pensant à ce qu'on avait discuté ensemble. Quelle régularité de séances proposez-vous pour les personnes qui vivent avec des rhumatismes ? Elles ont probablement besoin au début d'un suivi très régulier pour pouvoir prendre confiance et puis avoir un cadre dans lequel elles se sentent évoluer. Puis petit à petit, l'objectif, c'est de pouvoir espacer les séances. Et puis après, ça dépend de chacun. Il y a des pathologies qui nécessitent un suivi plus régulier pour avoir un regard sur l'aspect antalgique, puis éviter les compensations qui se réinstallent, puis qui recréeraient une chute petit à petit. Et puis d'autres personnes qui arrivent à une stabilité, qu'ils arrivent à entretenir de façon autonome, puis pour lesquelles on reste à disposition en cas de douleur. Mais de façon générale, à tous les patients, on leur dit que dès le moment où une douleur reviendrait, n'attendez pas avant de nous appeler, parce que cette attente, en faisant avec, elle emmène gentiment vers le bas, puis après, la remontée, elle est beaucoup plus longue. Et aujourd'hui, Rosemary, à quelle fréquence allez-vous chez votre physiothérapeute ? Alors, en tant que physiothérapeute traitant, si je peux dire ça comme ça, j'en ai plus. Je vais chez Benoît faire de la gym 1 fois par semaine, tous les vendredis. Et si j'ai choisi cet endroit pour faire de la gym, c'est parce que justement, celui qui nous la donne est physiothérapeute. Alors, c'est un plus, mais ça me permet d'avancer et de rester en pleine forme. Nous arrivons gentiment au terme de cette discussion. Rosemary, est-ce que vous avez un message que vous voudriez faire passer aux personnes qui écouteront ce podcast sur les activités physiques et les rhumatismes ? J'aimerais dire à toute personne qu'il faut garder des liens sociaux, c'est très important. Et puis qu'il faut bouger. Et vous, Benoît Martin, un mot de la fin peut-être ? Oui, moi ce que j'aurais envie de faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas accepter la douleur ou le handicap comme fait acquis. Et puis que ça vaut la peine d'aller au-devant de thérapeutes pour savoir quels objectifs il est logique de pouvoir me fixer. Et puis d'essayer d'avancer comme ça en collaboration avec un thérapeute, puis petit à petit de façon autonome pour ne pas se laisser dégringoler et puis subir. Et qu'il y a toujours moyen de progresser un petit peu, sans douleur dans l'idéal pour tout le monde, et avec les douleurs si effectivement on n'a pas d'autre choix que de vivre avec. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ce 5e épisode du podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles ou sur www.ligue-rhumatisme.ch. À bientôt.